de Défense à l'antenne, qui sera le premier épisode d'une série de 3 podcasts consacrés aux réserves militaires. C'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, car de nombreux auditeurs et auditrices se posaient des questions au sujet des réserves militaires, hésitaient parfois à franchir le pas de l'engagement, ou ne connaissaient pas forcément nécessairement bien leur existence. Afin de vous présenter dans l'épisode d'aujourd'hui la réserve de la Marine nationale, nous sommes en présence du capitaine de frégate Dumont, actuel adjoint du délégué aux réserves de la Marine, ainsi que de l'aspirant Cornet. Cet épisode sera donc consacré, vous l'aurez compris, à la présentation de la réserve de la Marine nationale. Commandant, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, je vais très bien. Parfait. Alors, afin de commencer, accepteriez-vous de nous parler un petit peu des particularités de la réserve de la Marine nationale, de nous en tirer un bref portrait? Alors oui, la réserve opérationnelle de la Marine est une réserve d'emploi intégrée aux unités d'active. J'entends par là que les unités, bâtiments de guerre, base aéronautique navale, état-major, école, base de soutien, sont composées de compléments individuels et qu'il n'existe aucune unité administrative exclusivement constituée de réservistes. La réserve est employée sur le champ des missions de la Marine et s'appuie sur 2 piliers. Des anciens marins, pour des emplois techniques ou nécessitant de l'expérience, des jeunes civils, comme vous, recrutés ab initio pour des emplois dans la protection du territoire national, en priorité pour les quartiers-maîtres et les seconds maîtres, pour des emplois d'état-major pour les officiers. D'accord, je vous remercie, c'était très clair. Du coup, vous avez un petit peu évoqué les différents postes que vous pouvez, et les différentes fonctions que pouvait avoir un réserviste au sein de la Marine. Est-ce que vous pourriez détailler les missions que pourrait se voir, par exemple, confier un réserviste? Donc, il existe 4 grandes familles qui sont dans la Marine. Je ne pourrais pas être exhaustif, vous vous en doutez, mais je vais m'attacher à vous donner quelques exemples. Donc, la première grande famille des missions confiées à la Marine et aux armées, ce sont les missions opérationnelles. Je vais vous donner quelques exemples. Elles regroupent ces missions des conseillers politiques juridiques. Alors, je ne sais pas ce que fait Alexandre, mais il nous dira après. Elle participe aussi à la protection statique et dynamique des emprises militaires et points d'intérêt vitaux. Par exemple, le personnel est un élément d'une brigade de protection. Il effectue le gardiennage de bâtiments, ce qui permet de soulager les équipages. Il participe à la garde de sûreté. Les missions de service public, c'est l'aide et la sauvegarde des populations, font partie des missions opérationnelles de la Marine. L'opération Héphaïstos en est un exemple. L'opération Héphaïstos, c'est la surveillance des feux de forêt en période estivale en zone sud. Un autre exemple est notre participation depuis hier au plan vaccinal. À ce titre, 22 réservistes, anciens marins et ab initio soutiennent le service de santé des armées dans les hôpitaux militaires, à Toulon dans un premier temps. Leurs emplois vont de postes d'encadrement à des postes d'accueil, de filtrage et de secrétariat pour saisir les données des patients. La deuxième famille est le soutien des forces. C'est par exemple le renfort par des atomiciens et des marins-pompiers réservistes lors des arrêts techniques majeurs du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. La troisième, le recrutement et la formation. Les réservistes peuvent participer à des actions de recrutement au travers de forums, campagnes, préparation découverte. Des orienteurs, recruteurs, gestionnaires sont des réservistes. Des instructeurs Rafale Marine sur simulateur et en vol ont poursuivi leur activité dans la réserve en tant que réservistes. Enfin, le tiers de non-plongeurs, plongeurs de bord, plongeurs des mineurs, commandos, est formé grâce aux réservistes. En effet, la sélectivité fait qu'au fur et à mesure de l'avancée de la formation, le nombre d'élèves diminue et le nombre d'instructeurs aussi. Le fait de faire appel à des réservistes nous permet, en début de formation, d'augmenter le nombre d'instructeurs nécessaires à l'encadrement du très grand nombre de candidats. La quatrième et dernière famille est le rayonnement au travers des assistants départementaux pour la Marine, ADPM, et de la participation, par exemple, à la journée de défense et de citoyenneté, JDC. Je vous remercie pour la présentation de ces familles. Maintenant, j'aimerais vous poser une question toujours liée à l'organisation de la réserve de la Marine. Comment s'organise plus ou moins le temps du réserviste au sein de la Marine? Est-ce qu'il y a un quota, un nombre de jours à réaliser par an? Et quelles sont plus ou moins la durée des missions, du coup, dont vous avez plus ou moins parlé? Oui. Donc, l'engagement à servir dans la réserve, il est directement lié à un emploi et donc à une fiche de poste qui sera rédigée par votre futur employeur d'une unité de la Marine ou d'un organisme interarmé.
Cette fiche de poste, ainsi qu'un dialogue avec votre employeur, vous permettra d'organiser votre temps et donc vos périodes de convocation, qui varient généralement entre 10 et 60 jours. Ces périodes peuvent être continues ou fractionnées. Ce programme d'activité peut ne pas être strictement respecté du fait du réserviste ou de l'institution. Dans les deux cas, il est indispensable que chacun prévienne l'autre de ces changements. De plus, vous devez garder à l'esprit que vous êtes tenu d'informer votre employeur civil de votre absence un mois au moins avant le début de celle-ci. Tout salarié bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours par an pour ses activités dans la réserve, 5 pour les entreprises de moins de 250 salariés. Au-delà de 8 jours, l'employeur civil n'a pas d'obligation de libérer son employé. Il faut alors prendre sur ses congés pour pouvoir effectuer davantage de jours de réserve. Certaines entreprises qui ont signé une convention avec la Garde nationale autorisent un plus grand nombre de jours d'absence. Maintenant, j'aimerais vous poser une question plutôt liée à la possibilité de faire carrière au sein de la réserve. Existe-t-il des possibilités d'évolution pour le réserviste? Alors, il existe effectivement des possibilités d'évolution pour la réserviste. L'attribution du grade se fait à l'incorporation. Matelot, second maître ou aspirant officier. Et cela dépend de votre diplôme et d'une condition d'âge minimal. Pour les matelots, il faut avoir 17 ans et être sans diplôme ou être jusqu'à bachelier. Pour les second maîtres, c'est 19 ans et il faut au moins avoir Bac plus 2 validé. Pour les aspirants, il faut avoir 20 ans minimum et il faut avoir validé 3 ans après le bac. L'avancement sert à récompenser les services rendus dans la réserve opérationnelle et augmente votre grade pour exercer les responsabilités supérieures. Il se fait au choix, mais très souvent de manière automatique. Pour les officiers jusqu'au grade d'enseigne de vaisseau de deuxième classe, pour les non-officiers jusqu'au grade de QM1. Il existe également une passerelle permettant d'accéder à un premier grade d'officier ou d'officier marinier en constituant un dossier de candidature à l'initiative de votre employeur. Votre premier contrat sera de 3 ou 5 ans. Le deuxième contrat aura une durée de principe de 3 ans. La durée d'occupation du poste est de 6 ans maximum. Cependant, le maintien est possible pour une durée supérieure en l'absence de personnel volontaire compétent. Il existe aussi une possibilité de mobilité interne, c'est-à-dire un changement de poste au cours du contrat. Vous pouvez même être ce que l'on appelle être mis pour emploi pour une demande particulière pour laquelle vous seriez particulièrement intéressé et pour laquelle vous correspondriez au poste. Très bien, je vous remercie. Maintenant, je voudrais vous poser une question liée à la procédure d'engagement. Alors tout d'abord, qui peut s'engager en tant que réserviste? Existe-t-il des conditions d'engagement, notamment par exemple des tests physiques? Alors, les conditions d'engagement pour être réserviste. Avant toute chose, il faut être volontaire, homme ou femme, bien sûr. Il faut être de nationalité française. Il faut être âgé de 17 ans au moins, comme je viens de vous le dire pour les matelots. Il faut être en règle au regard des obligations du service national. En gros, il faut avoir fait sa JDC. Il faut ne pas avoir été condamné, ni à la perte de ses droits civiques, ni à l'interdiction d'exercer un emploi public, ni à une peine criminelle. Et enfin, il faut posséder l'ensemble des aptitudes requises, et notamment l'aptitude physique, comme vous me le demandiez. Alors, c'est une aptitude minimale, puisqu'il faut garder à l'esprit qu'un réserviste peut occuper des postes en opération, au même titre qu'un actif, et il faut donc effectivement il ait ses aptitudes physiques. Effectivement, je vous remercie. Et du coup, par rapport à la procédure technique, comment cela se passe-t-il si dès demain, par exemple, un de nos auditeurs désirait s'engager? Alors, parce que je me doute que vous n'avez pas beaucoup de marins dans votre entourage, moi, le conseil que je peux vous apporter, c'est soit de pousser la porte d'un centre d'information et de recrutement, ce qu'on appelle un CIRFA, qui dépend du service de recrutement de la marine. Il y a un maillage territorial qui fait qu'il y a pratiquement des CIRFA un peu partout en France. Et sinon, de vous connecter sur le site êtremarin.fr, être marin au singulier. Afin d'acquérir une formation militaire et maritime minimum, mon expérience personnelle me conduit à vous inviter à réaliser une préparation militaire. C'est exactement ce que fait Alexandre actuellement. Donc, c'est une préparation militaire marine pour les matelots, une préparation militaire supérieure de Mestrance pour les seconds maîtres, une préparation militaire supérieure, état-major pour les aspirants officiers. À l'issue de cette préparation militaire, votre choix pourra alors se porter sur un engagement dans l'active ou dans la réserve. Pour ce dernier engagement, je vous invite à contacter une antenne pour l'emploi des réservistes, ou APR, APER, qui sont au nombre de 3 en métropole. Vous en avez une à Paris, une à Brest, une à Toulon.
Vous avez aussi des appairs dans chaque DOMCOM. L'APER pourra alors vous proposer un poste en adéquation avec vos compétences et vos disponibilités. Vous pouvez et devez créer votre espace personnel sur le portail internet ROC, R-O-C, réserviste opérationnel connecté, que vous trouverez à l'adresse réserviste.défense.gouv.fr. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous poser une question un petit peu subjective et personnelle. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles d'un réserviste? Alors, j'ai envie de vous répondre que ce sont les mêmes qualités que pour un personnel d'active. Il faut effectivement garder à l'esprit qu'un réserviste est un actif en CDD, pour faire simple. À cela doit s'ajouter une capacité d'intégration et d'adaptation certaine, car vous évoluerez dans un milieu militaire, maritime, parfois interarmé, qui sera parfois très éloigné de votre milieu naturel. Merci infiniment, commandant, pour toutes vos réponses. Maintenant, j'aimerais me tourner vers notre second interlocuteur, l'aspirant Cornet, afin que celui-ci puisse nous partager son expérience. Bonjour, aspirant Cornet. Accepteriez-vous tout d'abord, en guise de prémisse, de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis aspirant de réserve au sein de la préparation militaire supérieure marine état-major, donc la formation initiale des officiers de réserve pour la marine, qui est une formation qui se déroule sur 1 an à Paris. Et dans ma vie civile, je suis chargé de mission Océan au Bureau de politique européenne d'une ONG à Bruxelles, où je m'occupe des questions d'énergie marine renouvelable, de planification de l'espace marin et de lutte contre la pêche illégale. Très bien, je vous remercie. J'aimerais à présent vous poser une question. À quel moment vous êtes-vous engagé du coup dans la réserve? À quel âge, par exemple? Je me suis engagé dans la réserve juste après ma sortie d'études, donc la première année de mon contrat de sortie d'études. J'avais donc 24 ans quand je me suis engagé. Vous évoquez vos études. Quel est votre cursus universitaire, si je peux me permettre? Oui, j'ai fait 5 ans à l'Institut d'études politiques de Rennes en affaires européennes et internationales. Et ensuite, je me suis spécialisé avec une année au Collège d'Europe en affaires européennes et internationales, toujours sur le campus de Varsovie. Et du coup, quelles ont été vos motivations pour vous engager? Elles étaient principalement de 2 ordres, d'un ordre personnel, d'un ordre professionnel. D'un ordre personnel, je suis issu d'une famille de marins sur plusieurs générations et j'avais le désir de continuer à nouer avec une histoire familiale qui est très, 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 très forte avec la mer. Puis il y avait une envie d'engagement aussi en complément de mon métier, qui est un métier politique, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus concret dans ma vie, personnelle. Et puis, le dernier point, sur le point de vue personnel, c'était une passion pour la mer que j'avais envie de la même manière de concrétiser un peu plus. Après, du point de vue professionnel, d'abord, il y avait la volonté d'opérationnaliser un certain nombre de thématiques que j'aborde dans mon travail civil. Donc, par exemple, la lutte contre la pêche illégale, c'est quand même vraiment une opportunité de pouvoir rencontrer par exemple, des commandants de bateaux de la marine qui ont été engagés dans ces opérations-là. Ça apporte un regard complètement nouveau sur ces thématiques. De manière générale, de mieux comprendre les enjeux maritimes du point de vue de l'acteur qui est la marine. Et puis aussi, le dernier point qui serait de préparer un engagement, que ce soit un engagement de plus longue durée au sein de la réserve ou un engagement au sein de l'active. Pour ça, la PMS, c'est vraiment une plateforme de choix. Et du coup, vous avez évoqué votre environnement marin familial, mais aviez-vous des appréhensions quand même, malgré tout? Et si oui, lesquelles, si vous acceptez de les partager? Non, c'était pas des appréhensions. Effectivement, le fait de venir d'une famille de marins, ça permettait de déjà bien connaître le milieu. Il y avait un certain nombre de questions plutôt d'ordre logistique, voilà, comment s'organiser entre sa vie civile et puis la participation à la réserve, par exemple, dans un contexte qui est un peu particulier avec le Covid. Voilà, c'était plus des questionnements d'ordre logistique qui se sont résolus de façon très, très naturel avec l'encadrement. Vous évoquez justement éventuellement les appréhensions logistiques. J'aimerais vous demander justement si votre rôle de réserviste et de professionnel au sein de la vie civile se sont toujours plus ou moins bien coordonnés, ou est-ce vous avez parfois eu l'impression d'être en difficulté à maîtriser ces 2 aspects de votre vie? Non, ça s'est vraiment toujours très, très bien coordonné. L'avantage de la PMS, c'est que ça se déroule sur les week-ends, donc on est vraiment flexible pour les participations.
J'avais mis au courant mon employeur qui soutenait la démarche, qui trouvait que c'était vraiment une démarche intéressante d'aller vers la marine pour mieux comprendre ces enjeux marins qui sont mon cœur de métier dans le civil. Donc, c'est vrai que j'avais aussi un peu de flexibilité, par exemple, le vendredi soir pour prendre des trains, des choses voilà, très, très pratiques, hein, mais qui permettent de faire la différence. Donc, ça c'est toujours très, très bien articulé au quotidien. Et il faut dire que la PMS soutient beaucoup, hein, les billets pour se rendre à Paris sont pris en charge. Il y a un hébergement qui nous est proposé aussi pour les journées de formation. On n'est vraiment pas laissé seul vis-à-vis de la logistique. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, justement, par rapport à votre vie personnelle, est-ce que vous avez l'impression que la réserve vous a apporté quelque chose en plus? Ou tout simplement, de quelle façon la réserve a-t-elle impacté votre vie? Ah oui, carrément, c'était vraiment, je dirais, dans le contexte actuel, il y a eu une plus-value ajoutée première qui était d'avoir une bouffée d'air sur quelque chose autre que mon travail et la bulle bruxelloise qui est vraiment très, très appréciable. J'ai toujours beaucoup de plaisir à remettre l'uniforme et à aller écouter les conférences de marins qui viennent intervenir dans notre formation ou simplement à recevoir ma formation initiale. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, de très épanouissant aussi comme jeune professionnel. De la même manière, concrétiser la passion que j'ai pour la mer de manière très concrète en mettant l'uniforme, en rencontrant les marins, c'est aussi quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc, moi, je peux que vous encourager à franchir ce pas si vous avez un intérêt pour la mer. Et du coup, bon, cela a-t-il changé votre vision du monde militaire, entre guillemets, ou est-ce que vous êtes trouvé conforté dans l'appréhension de ce monde un peu nouveau? Et est-ce que vous avez par hasard changé de projet professionnel après avoir intégré la réserve militaire? Donc, ça m'a permis de découvrir en pratique voilà, beaucoup de choses dont j'avais entendu parler avec ma famille. C'est une chose d'être entouré de marins et d'entendre parler de leur métier, c'en est une autre, voilà, d'avoir la chance de porter l'uniforme et de recevoir une formation initiale. Donc, c'est pas forcément que ça ait changé ma vue, parce que c'était déjà un monde que j'appréciais beaucoup, mais ça m'a permis d'approfondir beaucoup, beaucoup de points sur le fonctionnement de la marine, qui était quelque chose de très positif. Du point de vue humain aussi, hein, voilà, d'avoir les premiers cours de leadership ou de management, par exemple, qui est des choses que je n'avais pas reçues dans ma formation initiale à Sciences Po, des choses très, très intéressantes, découvrir ces aspects-là du métier que je ne connaissais pas forcément non plus. Les gens dans ma famille n'étaient pas des gens qui étaient gradés, donc c'était quelque chose qui était nouveau pour moi aussi, l'aspect gestion. Au niveau de mon projet professionnel, ouais, ça a vraiment renforcé l'envie de m'engager de manière plus opérationnelle et d'embarquer. Donc là, j'ai présenté cette année une candidature pour un VOA chef de carte. Donc, on verra si ça peut se concrétiser dans l'immédiat. Si ça ne se fait pas par ce biais-là, de toute façon, ça se fera par d'autres biais. J'espère bien pouvoir rester dans tous les cas, au moins avec la réserve par la suite. Merci beaucoup, aspirant Corneille, pour vos réponses et votre présentation de parcours. Je remercie également une nouvelle fois le commandant Dumont pour toutes ces réponses. Et j'espère qu'après ces interventions, nous aurons réussi à susciter quelques futures vocations. Pour toute information complémentaire, je vous invite vivement à vous rendre sur le site du ministère des Armées, donc www.defense.gouv.fr, et également, comme le commandant Dumont l'a évoqué précédemment, le site êtremarin.fr. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés et en attendant, n'oubliez pas, la défense est la terre de tous.